Nous, on se retrouve pour un deuxième débat pour les élections législatives, cette fois-ci pour la seconde circonscription de la Haute-Marne. On se retrouve également avec un seul candidat, un face-à-face, puisque Madame Laurence Roberdeau ne participera pas à ce débat. Elle a refusé cette participation. Bonsoir Anne-France. Alors effectivement, on se retrouve ce soir à la veille de ce second scrutin qui se tiendra dimanche et qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur la vision du rôle de député que souhaite incarner Monsieur François Cornu-Gentil, mais aussi sur les enjeux qu'il souhaite défendre. Mais avant cela, une petite présentation de la deuxième circonscription de la Haute-Marne. La deuxième circonscription de Haute-Marne compte 80 715 habitants et dénombre 15 cantons. Parmi les plus grandes villes du territoire qui comptent plus de 1000 habitants, Bettencourt-la-Ferrée, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Heurville-Bienville, La Porte-du-Der, Vassy, Joinville et la plus peuplée, Saint-Dizier. Et bonsoir François Cornu-Gentil. On vient de le voir à l'instant brièvement ce portrait. Vous êtes donc le député sortant de la circonscription de la Haute-Marne, cette deuxième circonscription. Vous avez 64 ans, vous êtes domicilié à Éclaron et appartenez au parti des Républicains. Vous vous présentez pour un 7e mandat de député au sein de cette circonscription de la Haute-Marne, élu depuis 1993. Et lors du premier tour des législatives qui s'est tenu dimanche dernier, vous êtes arrivé en seconde position derrière Madame Roberdeau, Laurence, avec 27,85% des suffrages exprimés. Alors on va tout de suite débuter ce débat avec ce premier thème qui est celui de la sécurité, un thème qui n'est pas choisi au hasard puisque c'est une des principales préoccupations des Hauts-Marnais. Entre vol de fret sur la RN4, recrudescence des cambriolages ou encore incivilités, de réelles tensions se sont installées, ce qui crée un sentiment d'insécurité. Une charte d'engagement a été signée qui est appelée le territoire sécurité urbain et rural, TSUR, avec le Premier ministre Jean Castex qui comprend la création à Saint-Dizier de 5 postes supplémentaires et la création d'un PSIG, un peloton de surveillance et d'intervention interdépartementale de la gendarmerie et l'installation de caméras de surveillance qui interviendra en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Dans le secteur de Perthes et de Sapinicourt, en 2020, la gendarmerie a enregistré 34 vols de fret à la roulotte et de carburant dans ce secteur. En tout, ce territoire d'environ 1000 habitants, qui est à cheval sur 2 départements, a subi 122 faits de délinquance en 2021. Alors pour vous, François Cornu-Gentil, ce dispositif peut-il être suffisant pour lutter contre la délinquance ? 2 mots sur la sécurité en général avant de répondre sur la question du dispositif. Je confirme effectivement que c'est une grande priorité des électeurs du Nord Haute-Marne. J'ai visité les 217 communes de la circonscription et je dirais de Perthes, Saint-Dizier jusqu'à Bologne, Fronc, le sud de la circonscription, y compris du côté de Poisson, de Colombey-les-2 Églises. Les questions de sécurité viennent au premier plan. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est à la fois, c'est vraiment l'ensemble de la circonscription qui est concernée et c'est sans doute à la fois la zone de police et la zone de gendarmerie, et sans doute avec des types de délinquance qui ne sont pas complètement les mêmes. Donc il faut bien voir qu'il n'y a pas une réponse, il y a sans doute plusieurs réponses. On voit bien quelque chose de très net. Il y a l'insécurité rurale liée à la Nationale 4 dont vous avez parlé, mais qu'on retrouve le même type de phénomène dans le canton de Poisson. On a vraiment les vols de carburant. On voit bien que, en dépit de leur professionnalisme, les forces de gendarmerie ne sont pas organisées pour répondre à ce nouveau type de délinquance. Et donc je pense que bien sûr, il y a certaines choses qui sont évidentes. Les gendarmes sont en général trop loin, les temps d'intervention trop longs. L'éloignement du gendarme fait qu'ils connaissent moins finalement le milieu dans lequel ils travaillent. Et la population les connaît moins qu'avant. Donc ça ne crée pas les conditions pour être réactif et pouvoir faire face à la délinquance. Et puis après, on a d'autres types de délinquance de sensibilité urbaine à Saint-Dizier. Là, c'est les problèmes de l'organisation de la police. Pourquoi ? Et je vais venir au TSUR. Ça veut dire que face aux nouvelles formes de délinquance, la gendarmerie de papa ou la police de papa, même si elle est très déterminée,
elle n'a pas les bons outils pour intervenir. Si on n'invente pas, avec les policiers, avec les gendarmes, des nouveaux modes d'intervention, eh bien, les choses vont continuer à se dégrader, aussi bien dans les territoires ruraux qu'en zone urbaine. La création, le TSUR, la formule un peu barbare, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on essaie de faire ? C'est pas un bidule simplement pour avoir le plaisir d'accueillir le Premier ministre. On a compris qu'un certain type de délinquance se développe autour de la RN4 et ne tient pas compte de l'existence de 3 départements, ou plutôt profite pour se développer, que c'est pas le même procureur, c'est pas les mêmes gendarmes. Il y a une délinquance qui joue volontairement avec l'organisation des forces de gendarmerie. Donc créer un secteur unique, c'est pas un bidule nouveau, c'est s'organiser pour être enfin à la hauteur des types de délinquance nouveaux. Donc c'est expérimental, ça n'a pas été simple à obtenir, parce que partout on est organisé en département, mais je crois que c'est une voie d'avenir, et là-dessus en matière de sécurité, on peut dire que la Haute-Marne et Saint-Dizier innovent. Vous pensez que ça sera dissuasif ? Écoutez, il y a plein de choses à faire. Mais la première chose à faire, c'est casser les frontières et avoir une vision globale de la sécurité. Et ça, je crois qu'on est le premier département en France à le faire. Et c'est quelque chose de très heureux. Et si vous êtes réélu en tant que député, comment vous pouvez agir concrètement pour la sécurité comme ça écoutez, je vous l'ai dit, on est aujourd'hui bloqué sur ce type d'affaires à cause des coupages départementaux. Il n'y a qu'une intervention politique qui fait qu'on peut s'affranchir des découpages. Chaque colonel de gendarmerie dit écoutez, je suis le patron, mais je suis le patron chez moi, et vous nous demandez de travailler sur des départements. Et donc, s'il n'y a pas une intervention politique, et ça, c'est le rôle du député, c'est l'intervention politique qui permet de sortir des cadres habituels qui ne sont pas adaptés. Donc on voit bien que sous l'impulsion du Premier ministre, les choses ont été lancées très correctement, mais je connais les hommes et les habitudes françaises. Ça va avoir tendance à revenir chacun sur son département. Si on veut garder la façon originale de travailler, il faut sans doute qu'il y ait une pression politique constante. Et quels autres outils pourraient être mis en place justement pour pallier cette délinquance ? Quantité d'outils, on voit bien, là on a parlé de la défense sur la RN4, mais on voit bien que dans les zones rurales, il y a vraiment à réorganiser les forces de gendarmerie qui ne peuvent pas intervenir assez vite, à qui on demande des tâches contradictoires. Donc identifier vraiment les priorités. Les priorités, c'est tout ce qui rend la vie impossible aux gens. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours les priorités politiques qui sont données à la gendarmerie. Donc oui, il y a un vrai travail à faire pour la sécurité. L'augmentation d'effectifs passe par là ? Ça passe par là ? C'est toujours mieux d'avoir plus d'effectifs. Mais je crois que si vous êtes mal organisé, ce qui est le cas, même une progression des effectifs, c'est pas suffisant. Donc je pense qu'il faut aller en réalité beaucoup plus loin que la progression dans les effectifs. Donc les annonces du Premier ministre la dernière fois à Saint-Dizier sont finalement pas encore à la hauteur. Et moi je suis très attaché, quand j'étais maire de Saint-Dizier, on a fait aussi les quartiers prioritaires de sécurité. Pourquoi on fait ça ? C'est pas simplement pour faire venir les autorités, pour faire l'intéressant. C'est parce que vraiment, aussi bien sur les types de délinquance liés à la drogue, au trafic de drogue et autres, au vol de carburant, dans tous ces cas-là, on voit bien que la machine administrative policière du XXe siècle, elle est inadaptée. Et donc, on est absolument obligé de tester des nouveaux dispositifs pour être efficace. Et ça, je crois qu'on ne le fait pas suffisamment. La Haute-Marne a des handicaps. Je pense qu'un de ses atouts, c'est les Haut-Marnais ne le savent pas toujours, d'être plutôt innovants, de chercher à être innovants sur la sécurité. Et c'est normal parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Parlons emploi à présent, car selon les chiffres de l'INSEE, on constate une baisse de plus de 5300 habitants sur notre circonscription. La jeunesse a du mal à rester sur le territoire en raison du manque des formations qualifiantes sur le territoire ou des études supérieures. Nous sommes en pleine période de recrutement pour de nombreuses entreprises ou les centres de formation, mais les candidats manquent, tandis que les offres, quant à elles, sont bien présentes et ont du mal à être pourvues. Monsieur François Cangentier, vous êtes donc élu depuis 93 sur cette circonscription en tant que député. Vous avez vu et vécu cette baisse de population, ces usines qui ferment comme Ito, le monde rural oublié. Comment on peut faire pour rebondir face à cette situation, cette perte démographique, et sans perdre finalement l'identité industrielle comme de la circonscription, car beaucoup de secteurs sont actuellement donc en tension. Il n'y a pas une solution, on pourrait parler des heures là-dessus. L'aspect important, c'est vraiment de créer une dynamique sur le territoire. Quand je suis arrivé aux affaires à la mairie de Saint-Dizier,
le commerce était en très grande souffrance à Saint-Dizier. Or, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de développement économique sans commerce. Pendant 15 ans, avec la rénovation du centre-ville, avec le développement du chêne Saint-Amand, on a créé un pôle qui a pu créer une dynamique. D'abord, ça a créé 500 ou 600 emplois, cette zone commerciale. Et ensuite, au-delà des emplois ponctuels que ça crée, c'est tout un état d'esprit nouveau sur la zone. Voilà, si le commerce renaît, ça donne l'activité aux artisans, ça donne envie à certains de se redévelopper. Voilà, c'est cette logique de développement qu'il faut avoir en tête. Donc c'est cette stratégie de territoire qu'on a. Après, sur les grosses entreprises, il y a eu des échecs, de la casse. Ito, alors, oui et non, parce que Ito devait fermer 10 ans plus tôt. On peut dire que oui, c'est effectivement fermé, mais on a prolongé. Votre rôle de député, votre mission de député a permis c'est de travailler avec les syndicats, de travailler avec le gouvernement. On a eu un repreneur qui n'a pas donné satisfaction, mais qui a prolongé néanmoins 7 ans. Vous avez fait l'intermédiaire entre les deux. Voilà, exactement. Et puis après, c'est aussi parce que les entreprises voient une dynamique plus globale qu'elles décident éventuellement de réinvestir. On a un exemple sous les yeux actuellement avec la très belle entreprise Yanmar, les pelles mécaniques des Japonais qui sont faites à Saint-Dizier, qui va devenir sans doute peut-être la plus grosse usine de tout le département, qui recrute là 200 personnes, qui rapatrie des productions qui étaient faites au Japon pour les États-Unis, elles vont venir à Saint-Dizier. C'est bien qu'il y ait un certain dynamisme sur le territoire, c'est bien qu'il y ait une qualité de la main-d'œuvre, c'est bien que les responsables de Yanmar se sentent soutenus par les autorités s'ils se lancent dans cet investissement. Donc voilà, c'est un ensemble de combats qu'il faut mener, sans oublier l'artisanat et l'agriculture sur les problèmes d'emploi. En tant que député, vous pouvez le défendre, voter des choses à l'Assemblée. Le député, enfin, il y a deux choses. Je suis un député qui souhaite rester ancré dans le territoire. Donc, avec Nicolas Lacroix, avec Quentin Brière, on travaille ensemble pour mieux comprendre. Vous savez, c'est pas les élus qui font de l'emploi. Les élus, eux, ils font de l'emploi public. Les emplois, c'est les entreprises. Donc, c'est à nous d'être suffisamment à l'écoute des entreprises pour créer les conditions dans lesquelles elles ont envie de se développer. Donc ça, c'est un rôle que je garde localement, qui n'est pas forcément prévu pour le député, mais moi, ça me passionne, et donc je choisis de le faire. Après, fort de cette connaissance du territoire, je peux profiter de mes relations, de mes contacts à Paris, des contacts avec le ministère de l'Industrie pour saisir des opportunités, avoir un développement plus rapide, obtenir des subventions qui seront utiles. Donc voilà, l'activité, l'aide aux entreprises se fait à la fois au niveau local et par intervention au niveau national. Je vais revenir sur la fermeture de l'usine Ito. Oui. Est-ce que vous pensez que la mondialisation peut être responsable de ce manque d'emploi et de la perte d'identité du territoire en Marnais ? Oui et non, parce que tout ça est compliqué. La mondialisation, elle a aussi tiré vers le haut des entreprises de la circonscription. Je pense par exemple à la très belle entreprise Ferry Capitain à Joinville. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être dans la... Donc si vous vérifiez ponctuellement, ça sera faux ce que je dirais, mais globalement, ça c'est vrai. Je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, l'ouverture de Ferry Capitain au monde était très modeste. C'était franco-français et peut-être un ou deux pays d'Europe. Et la mondialisation, elle a permis à Ferry Capitain de s'ouvrir sur tout le monde. Donc, vous voyez, la mondialisation, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Avec Ito, ça n'a pas été réussi. Et pour Ferry Capitain, c'était une réussite. Pour Yanmar, c'est une réussite. Donc, je crois que la mondialisation, c'est comme tout. Il faut voir sur quel secteur, de quelle manière ça fonctionne et sur quelle manière ça pose des problèmes. Donc, en fait, si on regarde la Haute-Marne, il y a eu des réussites et il y a eu quelques échecs en la matière. Mais il y a eu des vraies réussites et Ferry Capitain en est certainement une. Mais si on voit qu'aujourd'hui, les salariés sont un petit peu mécontents aussi et manifestent un petit peu par rapport à leurs conditions de travail aussi dans ces usines, notamment Ferry Capitain. Alors, on voit que les usines, effectivement, classiques de la Haute-Marne, de la métallurgie, sont des usines où il y avait traditionnellement des métiers un peu durs. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez interroger y compris les responsables syndicaux là-dessus qui ont poussé dans ce sens, les façons de travailler ont quand même considérablement évolué. Je dirais aussi, d'une certaine façon, aussi la main-d'œuvre ouvrière est relativement rare, donc ça oblige le patronat à faire des efforts pour que les ouvriers se sentent plus attirés par ces métiers. Donc ça, c'est une évolution positive.
Comment on explique ça finalement, le manque de candidats aujourd'hui là, en 2022 On a l'après-Covid. vous le savez peut-être, sans doute, 500 emplois non pourvus sur la Haute-Marne, 300 dans le Nord Haute-Marne. Il y a là aussi 1000 raisons. Il y a l'image de certains métiers qui n'est pas bonne. Là, c'est sans doute des entreprises de faire le travail pour attirer les jeunes, changer leur image. Et même les centres de formation ont du mal à recruter. Il y a les centres de formation. Et puis, il y a une forme, j'aime pas le mot assistanat parce qu'on est trop dans les polémiques politiciennes, mais on voit bien que les mécanismes d'assistance, d'aide, n'incitent pas suffisamment peut-être à reprendre du travail. Quelquefois, en alternant un peu chômage et travail, on s'en tire mieux que celui qui a un contrat à durée indéterminée, mais modeste. Donc ça, c'est sans doute des inégalités qui sont un peu générées par le système. Très bien. On va passer désormais à la rubrique du tac au tac. Alors, je vais vous poser 10 questions. Je vais vous poser 6 questions. Voilà. Vous aurez 60 secondes pour répondre. Ah ouais. Et donc, ce sera avec des si j'en ai 61, courtes. Vous allez me faire des gros yeux. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, première question. L'âge de départ à la retraite que vous souhaiteriez défendre à l'Assemblée? Je vais prendre plus de 60 secondes. On voit bien qu'on en a fait une question dogmatique. Et je pense que c'est pour ça que c'est inextricable. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour savoir quelle est l'ampleur du gouffre, du manque financier. Finalement, après 2 ans de débat, c'est pas clair pour tous les Français. C'est là l'échec de la politique. L'échec de la politique, c'est pas asséné, on va faire 64, 63 ans, 60. Voilà. Depuis des années qu'on échange des chiffres, on n'a pas avancé sur le fond. Donc moi, j'aimerais, y compris moi qui suis parlementaire, j'aimerais qu'on arrive à chiffrer les risques financiers. Et ça, c'est pas clairement fait encore. Et puis après, il y a une autre question de justice. Il faut sans doute retarder un peu le départ de l'âge à la retraite. Mais vous voyez que si le retarder aboutit finalement à ce que les seniors finalement soient au chômage et payés par l'assurance chômage, on n'aura rien réformé du tout. Donc je crois qu'on est resté, et c'est un des symptômes de la faiblesse du débat politique aujourd'hui. On voit bien, une partie de la gauche dit il faut rien bouger, c'est dur de travailler, ils n'ont pas tort dans certains métiers, c'est évidemment très dur. D'autres à droite disent ah là tout ça coûte très cher. On est dans des débats très théoriques. Et je pense qu'il faut justement sortir de ces débats très symboliques pour entrer dans le fond des choses. Donc moi, le ratage de la réforme de la retraite, elle vient du fait qu'on ne sait pas traiter les problèmes de fond et on est dans des symboles, 63, 64 ans, qui ne veulent pas dire grand-chose. Pardon d'avoir été trop long et de pas donner de réponse satisfaisante, mais c'est bien parce que je pense que le débat politique n'est pas satisfaisant. Eh ben, dans ce cas-là, on va sauter les autres questions et directement passer au 3e thème, qui est celui de l'écologie. Oui. Peut-être commencer par une question un petit peu tac au tac quand même pour l'écologie, car les éoliennes sont-elles réellement utiles finalement dans le département? Ça permettra d'introduire sur l'écologie après. J'ai pas d'obsession. Il y a des endroits où elles m'énervent beaucoup, les éoliennes, et il y a des endroits où je pense que ça peut s'intégrer dans le paysage et ça peut être. En matière d'énergie, il n'y a pas d'énergie sans inconvénients. Le nucléaire a des gros avantages et des gros inconvénients, et le renouvelable a aussi des avantages et des inconvénients. Et donc les éoliennes. Tout dépend des conditions d'acceptation, de l'endroit où les implantent. Et c'est là aussi le dialogue qui est souvent insuffisant. On voit bien qu'aujourd'hui, dans certains cas, même presque toujours, les maires ne sont même plus consultés. C'est pas acceptable. Et ça crée des conditions de rejet en réalité. Ces enjeux du coup d'écologie et d'environnement sont bien sûr de plus en plus importants et viennent très souvent sur la table, notamment dans notre secteur avec les projets comme celui de Bure ou encore celui de Unitech. On va surtout du coup parler du nucléaire. Pour vous, François Cognolanti, est-ce qu'accueillir finalement un centre de stockage nucléaire des déchets radioactifs, une blanchisserie qui est à tendance justement nucléaire peut nuire à l'image du département, mais aussi à celle de l'écologie? Tout dépend comment c'est fait. Enfin, Unitech, j'ai l'impression que la messe est dite. L'affaire, ça ne se fera pas en Haute-Marne. Ça paraît complètement clair. Effectivement. Voilà. Justement, parce que c'est beaucoup d'habitants pointés du doigt finalement. La faute de tout le monde. On n'a pas su organiser le débat.
Vous voyez, parce que l'entreprise a sans doute mal expliqué ce qu'elle voulait faire, n'a pas répondu suffisamment aux questions, du coup ça s'est politisé. Et je pense on aurait dû avoir un débat de meilleure qualité. Le conseil départemental lui-même n'était pas finalement non plus satisfait par ce projet. Oui, ils l'ont reconnu, effectivement. Je pense que on n'est pas obligé de déclencher toutes les passions qu'il y a eu sur ce genre de sujet. Après, le nucléaire, comment on va le faire? Voilà. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Ce qui n'est pas acceptable, c'est de l'imposer aux populations sans discussion. Ce qui fait peur, c'est sur Bure, est-ce que ça va être réversible, non réversible? Donc là-dessus, le débat, il est absolument indispensable. Donc je crois que dire j'ai confiance au nucléaire, on laisse les ingénieurs faire ce qu'ils veulent, ça, c'est pas la démocratie. Moi, je suis plutôt pro-nucléaire. Mais je pense qu'il faut poser au gouvernement, poser aux ingénieurs un certain nombre de questions, exiger un certain nombre de sécurités. C'est dans le dialogue qu'on pourra avoir un nucléaire acceptable et un enfouissement acceptable. Justement, par rapport à ça, par rapport à la loi de la transition énergétique, vous avez justement voté à l'Assemblée récemment, vous avez voté contre. C'est finalement la voix des Haut-Marnais que vous représentez ou c'est plutôt une conviction personnelle? Non, là aussi, vous savez... pour résumer ce que je pense, on essaye de faire croire, les écologistes notamment, qu'il y a des gens qui sont pour ou contre la transition énergétique. Mais tout le monde est pour la transition énergétique. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'en réalité, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre, c'est comment on l'a fait. Donc cette baisse du nucléaire de 75%. Donc en réalité, oui, comment on l'a fait. Et on voit très bien que la trajectoire qui a été affichée il y a quelques années, elle n'est pas tenable. On ne sait pas industriellement la tenir. Donc vous voyez, le problème n'est pas... Si la transition énergétique, c'est le texte absurde qu'on a voté il y a quelques années, je suis contre. En revanche, est-ce qu'il faut faire la transition énergétique? Je suis absolument pour. Mais on voit bien qu'il y a des tas de contradictions à dépasser. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas une bonne énergie et une mauvaise énergie. Le nucléaire a ses avantages, mais a beaucoup d'inconvénients. Le renouvelable a ses avantages, mais a beaucoup d'inconvénients. Et donc la question, ce n'est pas lequel on choisit. C'est comment on fait du nucléaire acceptable, comment on fait du renouvelable acceptable. Et ça, on a du mal à rentrer dans ce débat. Pour reprendre une des questions qu'on a sautées dans la rubrique du tac au tac, est-ce que vous seriez pour ou contre l'indépendance énergétique de la France? Je suis plutôt pour une certaine indépendance, mais là aussi, on ne va pas se refermer complètement. Donc voilà, il faut voir plutôt quelle dépendance est acceptable. Vous voyez très bien dans l'exemple allemand que 60% de dépendre à 60% du gaz russe, là c'est une dépendance inacceptable. Donc il faut voir, je pense que d'être dépendant à 25-30%, ça peut être acceptable. Au-delà, ça devient une vraie dépendance et c'est pas souhaitable. D'accord. On arrive à la fin de ce débat. Pour conclure, une dernière question. Face à l'abstention grandissante qu'on a pu observer à ce dernier premier tour, comment réconcilier les citoyens avec le représentant élu dans une crise politique et démocratique? Alors je crois qu'au Parlement, on passe beaucoup trop de temps sur des textes de loi qui n'ont pas pris sur les réalités, et que c'est ça qui donne la méfiance aux citoyens. Et je pense qu'il faut réhabiliter le rôle du député en tant que représentant du peuple. Représentant du peuple, c'est pas pondre des textes de loi toutes les semaines qui ne changent rien. Pour vous donner un exemple, on a en 20 ans peut-être modifié 15 ou 16 fois les textes sur l'immigration, vous voyez aucun résultat. Je pense que plutôt que de privilégier l'activité législative traditionnelle, moi je défends l'idée que le député, c'est le représentant du peuple. Représenter le peuple, c'est dire ce qui ne va pas en matière de sécurité, les contradictions dans lesquelles on est en écologie, montrer les difficultés. Voilà. Le député doit, plutôt que légiférer, dire toutes les difficultés que vivent nos concitoyens et que les gouvernements ont tendance à occulter. Merci beaucoup, monsieur Cordegentil, d'avoir participé du coup à ce débat. On rappelle, vous êtes le député sortant de la 2e circonscription de la Haute-Marne et Laurence Roberdeau, candidate Rassemblement national, n'a pas souhaité participer à ce débat. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.